Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2025. Très bonne année à toutes et tous. Je vous souhaite que du bonheur et plein de beaux mangas qui viennent remplir vos collections. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la première partie du bilan lecture du mois de décembre en forme de tier list. Dans cette vidéo, 12 mangas présentés. Vous verrez, j'ai investi dans un petit outil en plus pour essayer de mieux vous montrer les mangas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus tarder, c'est parti. Et on commence tout d'abord avec le tome 2 de Autant de Bochan qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Sakamanga. Je cours pas forcément après les services presse, les envois, etc. Mais j'avoue que celui-ci me fait particulièrement plaisir parce que j'ai l'impression que c'est une conclusion d'une année où j'ai passé mon temps à collectionner les mangas de Jiro Taniguchi. Autant de Bochan, c'est le dernier qu'il me reste à compléter. Je suis le rythme de sortie de cette nouvelle édition chez Sakamanga Casterman. Et ça me fait plaisir qu'ils aient remarqué justement cette quête de découverte de cet auteur que j'adore tout particulièrement. Et j'espère avoir convaincu certains d'entre vous à lire les mangas de Jiro Taniguchi, que vous connaissiez l'auteur ou pas auparavant. Autant de Bochan, c'est un manga sur l'histoire du Japon et plus particulièrement l'histoire de la littérature japonaise. L'action va se situer au début du XXe siècle dans un Japon qui est en pleine mutation, en pleine occidentalisation et donc en pleine modernisation. Cette modernisation va plaire à une partie de la population mais va fortement déplaire à une autre partie, mais elle va permettre aussi de lancer un nouveau mouvement de littérature japonaise qui est appelé la littérature japonaise moderne. Dès la lecture du tome 1 de Autant de Bochan, j'avais senti que j'étais face à un manga très important à la fois dans la bibliographie de l'auteur, Jiro Taniguchi, mais aussi du scénariste, Natsuo Sekikawa, mais aussi dans l'histoire du manga et même de la littérature japonaise dans sa globalité. Avant de lire Autant de Bochan, j'avais lu L'homme qui dessine, qui est un recueil d'entretiens de Jiro Taniguchi où c'est Benoît Peters qui lui pose des questions sur sa vie, sur ses œuvres, etc. Et déjà, dans ce recueil d'entretiens, Jiro Taniguchi, quand il parle d'Autant de Bochan, on voit à quel point cette œuvre est importante pour lui, puisque déjà, c'est son premier succès en tant que mangaka, mais aussi qu'on est face là à une œuvre qu'on peut appeler patrimoniale. Le scénariste Natsuo Sekikawa va nous présenter une multitude de personnages très importants dans l'histoire du Japon. On est dans une époque appelée Meiji et on a l'impression d'y être téléporté. On peut parfois être un petit peu déstabilisé par le nombre d'annotations en bas de chaque page, mais ces annotations ont toute leur importance et il est possible aussi de faire la lecture sans toutes les lire. Mais rien que ces annotations témoignent d'un gros travail à la fois de recherche et de traduction de la part de Sakamanga. Par rapport à ma lecture du tome 1, j'ai encore plus apprécié ma lecture du tome 2 qui va se concentrer sur l'amour impossible entre un japonais et une allemande. J'ai trouvé cette histoire poignante et je trouve que ça montre très bien à quel point la société, en tout cas la société japonaise, était très différente à cette époque-là, puisque vous vous doutez que le fait qu'un japonais se marie avec une allemande, ou en tout cas veuille se marier avec une allemande, c'est pas du tout dans les règles et les coutumes du Japon. Je trouve qu'Autant de Bochan, ça va vraiment crescendo. J'avais bien aimé le tome 1, je l'avais trouvé assez lourd à lire par rapport à d'autres œuvres de Jiro Taniguchi, forcément vu son poids et son importance historique. Il me semble que dans la vidéo tier list dans laquelle j'avais inclus le tome 1 de Autant de Bochan, j'avais dû le mettre 16 sur 20. À celui-ci, je vais lui mettre 17 sur 20, tant je le trouve très très bon. C'est pas l'œuvre la plus accessible de Jiro Taniguchi, mais je ne peux que vous la conseiller pour découvrir une page de plus de l'histoire du Japon et surtout de la littérature japonaise, c'est hyper intéressant. Beaucoup plus léger ensuite, on a Shisako Garden qui est un recueil de 5 histoires. Dès la première histoire, on nous introduit aux Shisako qui sont des genres de petites fées, mais des petites fées que pas tout le monde ne peut voir. Et dans la première histoire, Luna, une petite fille, elle peut voir ces Shisako et elle va très vite se lier d'amitié avec l'un d'entre eux, sauf qu'elle est la seule à le voir, ses parents ne le voient pas et ça va un petit peu créer des tensions entre elle et ses parents. Dans les autres histoires, on va aussi être centré autour de ce thème des Shisako, pas forcément autour des enfants, puisqu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent voir les Shisako. En fait, les Shisako peuvent être vus par les personnes qui n'ont pas encore connu l'amour. Moi j'ai trouvé ça super mignon, c'est un recueil d'histoires qui me faisait envie depuis pas mal de temps, et j'avais vu en regardant cette couverture une petite vibe
de Arrietty, Le Petit Monde des Chats Perdeurs, donc un film de Ghibli que j'avais beaucoup aimé. Et en effet, à la lecture, ça se ressent, puisque on est aussi face à ces petites créatures que pas tout le monde ne peut voir. On est souvent dans les mêmes environnements avec des petits jardins où peuvent se cacher justement les Shisako. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon, très sympa. C'est pas indispensable, mais j'ai trouvé ça joli. Donc je vais mettre un 15/20 à Shisako Garden. Ensuite, on est face à un gros morceau puisqu'il s'agit de Shisakobe. Je pense que l'édition ne rentre même pas dans la caméra de là où je la montre. Dans Shisakobe, on va suivre Shigeji, qui est un charpentier. Et en fait, sa vie va basculer du jour où l'entreprise de son père va prendre feu. Et son père va lui aussi disparaître. Donc Shigeji se retrouve à être le seul héritier de l'entreprise familiale et il va vouloir à tout prix remettre cette entreprise sur pied. Pour ça, il va notamment embaucher Ritsu, une nouvelle assistante, et d'autres personnes qui ont un profil assez atypique, qui savent pas trop où aller. Sauf que Ritsu, on va s'en rendre compte assez vite, elle s'occupe d'enfants qui sont orphelins et qui vont eux aussi devoir rentrer dans la vie de Shigeji, qui est lui aussi un personnage assez particulier. Shisakobe, c'est un manga que je voulais lire depuis longtemps, j'étais même sur le point de m'acheter les 4 tomes de la première édition fin 2023, sauf que pile à ce moment-là, le Lézard Noir a annoncé une nouvelle édition qui sortirait courant 2024, et je me suis dit que c'était l'occasion justement d'attendre cette nouvelle édition pour pouvoir lire le manga. En fait, ça m'arrive tellement souvent qu'on sorte de nouvelles éditions alors que j'ai déjà les mangas, que pour une fois, je me suis dit, je vais attendre et je vais moi-même profiter de cette nouvelle édition. Donc le Lézard Noir a lancé une campagne Ulule à laquelle j'ai participé, et le manga est enfin arrivé dans mon point relais en décembre. J'ai pu le lire et c'était excellent. Faut savoir que l'auteur Minetaro Mochizuki, je l'avais déjà découvert avec 3 œuvres. Tout d'abord Tokyo Kaido, que j'avais beaucoup aimé, La Dame de la Chambre Close, que j'avais pour le coup pas du tout aimé et revendu par la suite, et No Manga No Life, auquel j'avais pas accroché au tome 1, donc je l'ai revendu aussi, même si j'ai un petit peu ce regret de l'avoir revendu et de ne pas avoir laissé la chance au tome 2. Peut-être que je corrigerai ça un jour. Donc comme vous le comprenez, le bilan était mitigé avec Minetaro Mochizuki. Et pour Shisakobe, j'entendais beaucoup de bien depuis des années, et j'avais un peu peur d'être déçu, vu que j'avais été déçu par d'autres œuvres de l'auteur. Je vous confirme que pas du tout déçu. J'ai eu un petit peu cette vibe Wes Anderson, je sais pas si vous voyez les films de ce réalisateur comme The Grand Budapest Hotel par exemple. C'est dans l'exécution en fait, dans l'écriture, j'ai l'impression que tout était fluide. Les événements s'enchaînent assez vite et dans la mise en scène ça me fait vraiment penser à ces films dans les gros plans sur les personnages, pas énormément de texte non plus. L'histoire est assez simple mais les personnages sont vraiment bien écrits. Je trouve que c'est une lecture mémorable. Les personnages de Shigeji, Ritsu et tous les autres sont tellement atypiques mais tellement attachants à la fois. Et même sur le pitch de base, on peut se dire bon, quelqu'un qui retape une entreprise de charpenterie, est-ce que ça va être vraiment intéressant? Mais oui, puisque tout est réaliste. Il y a beaucoup de gens qui font face à ce genre de difficultés, de devoir redresser une entreprise après un drame familial aussi. Et là on voit toute l'humanité de ces personnages qui se révèlent de plus en plus tout au long de l'œuvre, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et que dire de cette nouvelle édition que nous propose le Lézard Noir? Alors certes c'est cher, c'est 90€ les 2 tomes, soit 45€ le tome, mais quand vous voyez la qualité du coffret, du tome en lui-même et de ce qu'il y a à l'intérieur, franchement c'est cher, mais pour moi ça valait totalement l'investissement. Je trouve que le Lézard Noir a mis le paquet pour nous offrir l'une des plus belles éditions du marché, voire l'une des plus belles éditions dans ma mangatech. Et je peux dire qu'à tous les niveaux, Shisakobe est un gros coup de cœur que je vous recommande vivement. Vous l'aurez compris, je vais donc mettre un 19/20 à Shisakobe. On va passer rapidement sur le tome 15 de Dan Dadan. Rapidement parce que c'est toujours aussi régulier dans son excellence, Dan Dadan. Je sais plus quoi dire sur les tomes tellement ils sont bons. À chaque fois on a un schéma qui revient, mais sans être redondant non plus, c'est-à-dire qu'on a un nouveau personnage qui nous est introduit. Ce personnage va avoir un flashback hyper bien construit, et au lieu de mettre 3-4 tomes à s'y attacher, on s'y attache en un tome directement, et on a le droit aussi à chaque fois à ce développement de la romance entre nos 2 protagonistes, donc je peux pas lui mettre une autre note que 19/20. Le tome 7 de Evol, toujours un plaisir de retrouver nos anti-héros qui vont se battre contre des pseudo-héros. Le style graphique de Kaneko est toujours plus affirmé d'un tome à l'autre. Par contre, ce qu'on peut reprocher peut-être un petit peu, c'est que l'histoire n'avance pas très rapidement. D'un tome à l'autre, on peut avoir l'impression que ça tourne un petit peu en rond, parfois. Mais après, je demande pas à Evol d'avoir un scénario, une écriture exceptionnelle. Ça fait très bien son travail de divertissement avec ce style vraiment à part. Et ce tome 7 vaut bien son 16/20. On continue avec le tome 13 de Frieren, avec
cette magnifique couverture alternative que j'ai eue à Tsundoku Librairie à Marseille. Une série à laquelle je suis toujours accroché, même si alors la première partie de ce tome m'a beaucoup plu puisqu'on est dans l'esprit Frieren. Par contre la deuxième partie m'a beaucoup plus ennuyé. On va dire que c'est les travers que j'aime un peu moins dans Frieren. Une intrigue pas très intéressante, on a pu avoir ça aussi il y a quelques tomes et j'avais eu un petit down avec Frieren. Là c'est le cas aussi, à voir ce que ça donnera lors du prochain tome, mais j'espère aussi que Frieren va pas s'éterniser en 30 tomes, 40 tomes. Moi je verrais bien la série se terminer en 20 tomes, je pense que ça serait la bonne longueur. Je sais pas si y a déjà eu des annonces à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. En tout cas, ce tome 13, je vais lui mettre un 14 sur 20. On va maintenant parler de Her, Portrait de femme. C'est un recueil d'histoires courtes que j'attendais beaucoup. On va avoir plusieurs histoires de différentes femmes qui vont avoir plein de problématiques que les femmes rencontrent en vrai, dans la vraie vie. Par exemple, on va avoir une femme qui cherche à être aimée, appréciée, une femme qui a peur de vieillir, une jeune fille qui craint de ne pas être dans la norme, une femme qui déteste les autres femmes, et une autre femme qui va être terrorisée par l'infidélité. Sans être un coup de cœur absolu, je pense que ce recueil d'histoires courtes est essentiel, et surtout pour le lectorat masculin, pour mieux comprendre la psychologie féminine. Faut savoir que ces histoires ont un lien puisque ces femmes sont liées par des connaissances communes et tous les thèmes dont j'ai parlé avant sont vraiment très bien abordés et on se met vraiment du point de vue de la femme. J'ai trouvé cet ouvrage vraiment très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du dessin, c'est assez simple, on a très souvent des fonds blancs, assez peu de décors. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui est recherché dans ce genre de recueil? Ça peut être un plus, mais là ce qui va être important, c'est vraiment d'arriver à comprendre cette psychologie féminine. Et je serais curieux dans les commentaires d'avoir l'avis d'abonnés EES pour savoir si certaines d'entre vous ont lu ce recueil et ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, ce sera un 16 sur 20. Et là, on va parler de ma plus grosse lecture du mois. C'est peut-être pas vraiment une lecture prévue et c'est pas un achat. C'est un prêt de Nerd Noob. Si tu passes dans les commentaires, merci à toi. Je vais raconter un petit peu l'histoire juste après. Mais qui m'a envoyé les 22 tomes et donc l'intégrale de I Am a Hero. Donc comment ça s'est passé, la réception de ce manga, puisque Nerd Noob m'a contacté. Il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait eu cette série d'occasion parce qu'il en avait entendu pas mal de bien et il savait que c'était une série assez rare, assez difficile à trouver. C'est ce que j'avais entendu moi aussi de mon côté, c'est pour ça que je m'étais jamais trop intéressé non plus. Et il m'a dit que de son côté, il savait pas quoi penser de sa lecture et qu'en regardant mes vidéos récemment, il avait un petit peu refaçonné sa collection et avait acheté quelques mangas grâce à mes conseils et qu'il aurait aimé aussi avoir mon avis sur ce manga. Donc il m'a proposé de m'envoyer l'intégrale à ses frais pour que je puisse en parler sur la chaîne et sur mon compte Instagram si je le souhaitais, mais aussi que je puisse lui donner mon avis tout simplement. Donc j'ai bien évidemment accepté sa proposition et je t'en remercie si tu passes par ici. C'est vraiment hyper généreux de ta part de faire ça et ça me permet de lire un manga que j'aurais vraiment jamais lu si tu me l'avais pas envoyé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une œuvre aujourd'hui qui est en arrêt de commercialisation chez Kana. Donc certains tomes valent très cher, c'est difficile de trouver l'intégrale. La deuxième raison, c'est que le thème m'aurait pas trop attiré en temps normal. C'est sur les zombies, sur du post-apo. C'est pas trop mon genre de lecture en général. Et la troisième raison, c'est que c'est une série qui fait 22 tomes. Aujourd'hui, pour avoir une série qui fait plus de 20 tomes dans ma mangatech, j'y réfléchis très très longtemps avant. Je pense par exemple à Golden Kamuy qui est une série qui m'attire vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, je freine un petit peu parce que je sais que c'est une série qui fait plus de 30 tomes et que ça va prendre de la place et que aujourd'hui avec la place que j'ai, je vais préférer prendre plusieurs petites séries qu'une grosse série. Mais du coup, de quoi ça va nous parler I Am a Hero? Le personnage principal, c'est Hideo Suzuki. C'est un assistant mangaka un petit peu raté qui a voulu faire son manga à un moment, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais encore pire, sa petite amie n'arrête pas de lui rabâcher que son ex, à elle, est un mangaka reconnu et apprécié. Donc vous l'aurez compris, on est face à un protagoniste loser, un anti-héros. Sauf que dans le contexte du manga, une catastrophe va se préparer. Le Japon va sombrer dans une épidémie de zombies et notre anti-héros Hideo Suzuki va devoir lutter pour sa survie et devenir un héros. Donc dans un premier temps, à la lecture du premier tome, je me suis dit comment je vais aller au bout de ces 22 tomes. J'ai trouvé ce premier tome introductif très bavard et pas très digeste et je me suis dit mais si c'est comme ça tout le long, comment je vais faire vraiment
pour m'accrocher à cette série. Surtout que j'avais en parallèle envie d'honorer la lecture de ces 22 tomes puisque Nerdnoom me les a envoyés directement. Donc j'ai fini ce premier tome en me faisant un peu violence et puis j'ai commencé la lecture du deuxième. Et à partir de celui-ci, on commence enfin à s'attacher au personnage, à être beaucoup moins bavard et beaucoup plus dans l'action. On rencontre d'autres personnages comme Hiromi, comme Oda qui vont accompagner notre anti-héros Hideo. Et ce que j'ai aimé au début du manga, donc à partir du tome 2, c'est leur réaction quant à cette épidémie qui est totalement anormale. En fait, aucun personnage ne s'adapte normalement à cette épidémie, puisque c'est quelque chose qui est invraisemblable. Et en comparaison de certains films de zombies ou de certains mangas de zombies où les héros ou les protagonistes vont directement s'adapter à ce monde qui se change totalement en zombie, elle a pas du tout. En fait, même quand ils voient des zombies au début, ils se disent même pas que c'est des zombies, et ils captent pas tout de suite qu'il y a cette épidémie qui est en train de transformer tout le monde. Évidemment, ils vont petit à petit s'adapter à la situation, tenter de survivre, surtout que c'est maintenant la loi du plus fort qui s'applique. Et Hideo a un avantage dans ce contexte, c'est qu'il a le port d'armes et un fusil avec lui, ce que très peu de survivants ont, et ce qui le met dans une position dont il n'a pas du tout l'habitude, une position de héros. Si je parle de la globalité du récit, je peux dire que ça a été un récit captivant, surtout quand l'intrigue est centrée sur nos trois personnages, donc sur Hideo, Hiromi et Oda. Et il y a certains moments qui sont centrés sur d'autres groupes de personnages, je les trouve totalement sans intérêt. Ils ralentissent le rythme à fond. Et malheureusement, c'est un petit peu le cas des 3-4 derniers tomes où on va se concentrer sur ces autres personnages, qui fait que la fin n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a avant. Et donc je suis resté un petit peu sur un goût amer par rapport à la lecture qui m'avait bien plu du tome 2 au tome 18-19. Donc un bilan quand même assez mitigé, même si j'ai beaucoup aimé une grosse partie du manga. J'ai trouvé le dessin vraiment très bon. On a parfois des planches vraiment très très belles, même si les personnages ont des visages un petit peu bizarres. C'est peut-être juste le scénario qui est un petit peu en dessous et un petit peu en dessous de ce à quoi je m'attendais avec le tapage que fait cette série, puisqu'on en parle souvent comme l'une des séries les plus prisées et une série que beaucoup de gens veulent absolument acquérir. Je pense que ça vaut le coup de la lire, ça vaut pas le coup de dépenser des 1000 et des 100 pour l'acquérir. Donc encore une fois, merci à Nerdnoob pour cet envoi. Maintenant que j'en ai parlé sur Instagram et sur YouTube, je vais pouvoir te les renvoyer. Et je t'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le carton, j'espère qu'il te plaira. Concernant la série, je vais lui mettre un 14 sur 20. On va dire qu'il y a des moments qui valent 16 sur 20 où j'ai été vraiment captivé, et des moments qui servent un peu plus à rien, qui valent 12-13 sur 20. Et vu que la fin est pas vraiment au niveau et que le dernier goût que nous laisse un manga c'est plutôt la fin, je vais lui mettre un 14 sur 20 pour faire la moyenne. On continue chez Naban avec Jésus dans cette superbe édition. Yas, l'auteur de Arion, de Venus Wars ou encore de Gundam, va nous livrer son interprétation de la vie de Jésus de Nazareth en s'appuyant sur 2 évangiles et en baptisant lui-même le mystérieux disciple de Jésus, Josué, pour en faire le personnage principal de son histoire. Et on va voir en fait l'histoire de Jésus par les yeux de Josué. On est là sur une interprétation la plus réaliste possible de l'histoire de Jésus, sans prise de parti que ce soit catholique ou athée. Et c'est justement ça que j'ai aimé dans cette histoire. Déjà, on apprend pas mal de choses sur la vie de Jésus, et le fait de voir Jésus par les yeux de Josué le rend plus humain que divin. Et c'est vraiment là qu'est l'intérêt de ce manga. Parce que si on avait été dans une réinterprétation de la Bible ou quelque chose comme ça, ça aurait pu déjà ne pas être très original et moins passionnant que ce récit. Là, Yas, il tente vraiment d'être le plus objectif possible sur l'histoire de Jésus. Et moi, j'ai trouvé le récit vraiment captivant. Un petit mot sur l'édition, je la trouve superbe. On est sur exactement la même édition que pour Arion ou que Venus Wars, à la différence près que tout est en couleur, et ça fait vraiment la différence. Ça rajoute un bonus incroyable à l'œuvre et on en prend vraiment plein les yeux tout au long de la lecture. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé cette œuvre de Yas et je vous la recommande. De mon côté, je vais lui mettre un 17 sur 20. J'ai reçu en décembre, juste avant Noël, un très beau cadeau, les 2 tomes de Kingdom, le 72 et le 73. Je me suis encore une fois régalé. J'adore cet arc, j'adore Kingdom, j'adore Riboku qui est vraiment un antagoniste génial. L'intensité pendant les 2 tomes était folle, je les ai dévorés. Le seul défaut, c'est qu'il va falloir attendre encore 6 ou 7 mois pour avoir les 2 tomes suivants. En tout cas, ces 2 tomes confirment que Kingdom reste tout en haut pour moi, et je ne peux pas leur mettre une autre note que 19 sur 20. Le tome 4 de L'Aigle écarlate et le Yeti chez Naban Edition. Moi, c'est totalement mon truc, c'est une genre de vibe de Bright Stories dans les pays nordiques. Je suis
totalement client et j'ai beaucoup aimé ce tome 4. C'est feel good à souhait et tout ce que j'attends d'un slice of life. Donc rien à dire, c'est un 17 sur 20 pour moi. Et on finit cette tier list avec l'appel de Cthulhu. J'ai lu pas mal de chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés par Gutanabe ces derniers mois et je dois dire qu'aucun d'entre eux ne m'a déçu. Ça se confirme avec l'appel de Cthulhu. On verra quand les futurs coffrets sortiront pour l'abomination de Dunwich ou le Molosse et les chats d'Ultar. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est passionnant, captivant. Là, comme l'indique le titre, on va être sur une enquête vis-à-vis du culte de Cthulhu. On a encore une fois le droit à des planches exceptionnelles, à des créatures monstrueuses allant au-delà de notre imagination. Il fait pas partie de mes préférés, j'ai préféré les autres œuvres que j'ai lues de Gutanabe. On va dire que globalement, le coffret incluant celui qui hantait les ténèbres et l'appel de Cthulhu, peut-être celui que je préfère le moins des 4 coffrets. J'ai trouvé d'ailleurs la partie 1 moins captivante que la 2. J'ai vraiment beaucoup aimé la 2. Mais vraiment, dans ces adaptations, il n'y a rien à acheter. Je vais donc mettre un 15 sur 20 à l'appel de Cthulhu. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes et à tous pour vos récents abonnements et ceux qui sont fidèles de longue date. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, il s'agrandit de plus en plus avec des discussions très intéressantes sur les mangas en général. On fait aussi des petits tournois, on fait des petits tops, donc on s'amuse plutôt bien sur ce Discord. Nous on se retrouve très vite pour la deuxième partie de ce bilan lecture de décembre. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Salut, ciao.